Le second cas, donc ça, là, c'est une maman qui parle, qui est elle-même bilingue. Donc, elle explique que dans sa famille, c'est normal de parler en schimblick. C'est comme ça qu'elle qualifie le langage de sa famille. On a notre propre vocabulaire. Donc, elle nous explique qu'elle est issue d'une famille bilingue. Ses grands-parents lui ont toujours parlé en espagnol et eux, les enfants, leur ont toujours répondu en français jusqu'à un certain âge. Elle a commencé à écrire en espagnol à ses 8 ans, donc après l'entrée dans l'écrit, toute seule. Et elle dit qu'elle savait le lire rien qu'en apprenant à le parler depuis qu'elle était bébé. Elle a appris de sa propre initiative et également vers ses 8 ans à le lire avec l'aide précieuse de sa grand-mère. Donc on note un fort lien affectif avec sa mamie. Donc elle dit que c'est fantastique de parler plusieurs langues et que les mélanger est tout à fait normal, unique et très ludique pour le cerveau. Je voulais préciser, donc elle est elle-même maman d'une petite enfant qui, elle aussi, forcément, parle plusieurs langues. Alors, donc, cette dame, donc une famille dans laquelle on parle le schmilblick, on a son propre vocabulaire, dit-elle. Alors, c'est sa propre dénomination que de décrire le schmilblick, que de nommer ce langage familial, le schmilblick. Il existe, selon les localités, des langues créolisées qui portent un nom. Hein. Je pense notamment, peut-être que certains de vous sont issus des Français des colonies, notamment des Français d'Afrique du Nord, qui avaient le patawet, qui était une langue formée d'un peu de français, d'un peu d'arabe, d'un peu de maltais, d'italien, d'espagnol. Et donc, dans cette famille, il existe certaines atypies, alors, qui sont finalement dédramatisées, hein, qui sont décrites comme mignonnes. On a notre propre vocabulaire. Donc, elle-même, la maman, dit qu'elle est issue d'une famille bilingue. Elle ne précise pas les langues. Alors, ses grands-parents lui parlaient en espagnol et elle répondait en français. Alors, merci pour ce témoignage, madame, parce que les échanges croisés entre personnes qui sont bilingues sans le savoir existent souvent. Cette petite fille répondait en français parce que son français était sa langue dominante. Elle se faisait parler en espagnol par son papy et sa mamie, pour qui l'espagnol était la langue dominante. En tout cas, il y avait une intercompréhension. C'est qu'il y avait au moins un bilinguisme passif, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre la langue, pour chacun, la langue dominante de l'autre. On leur a toujours répondu en français, dit-elle, jusqu'à un certain âge. Et j'ai commencé à écrire en espagnol à mes 8 ans, dit-elle. Bon, c'est peu de temps après l'âge du passage à l'écrit. Toute seule, je savais le lire, rien qu'en apprenant à le parler depuis bébé. Alors, je dirais qu'elle n'a pas appris à le parler, je dirais plutôt qu'elle a acquis les compétences linguistiques dans ces langues d'éducation, autant le français que l'espagnol. Les langues chez l'enfant, avant 6 ans, ne s'apprennent pas, elles s'acquièrent. Elles s'acquièrent sans apprentissage et sans enseignement. Et elles s'inscrivent dans le développement langagier. Et donc, j'ai appris à ma propre initiative également, vers mes 8 ans, à le lire avec l'aide précieuse de ma grand-mère. Là, on est d'ailleurs, on peut dire, dans un cas de bilinguisme additif où il y avait de l'appétence pour l'enfant, hein, dans le témoignage de cette maman. Il y avait de l'appétence pour l'enfant et l'espagnol, langue étrangère sur le sol où elle vivait, était plutôt pour elle quelque chose de prestigieux. Il peut au contraire exister un désintérêt, voire même une répulsion de l'enfant vers une langue selon l'étiquette affective qu'elle lui donne. Alors elle dit avec enthousiasme, c'est fantastique de parler plusieurs langues et les mélanger est tout à fait normal, unique et très ludique pour le cerveau. Alors oui, mais je ne m'exprime pas qu'en tant que médecin, je m'exprime aussi en tant que papa. Nous, parents
éducateurs, hein, enseignants ou soignants au chevet d'enfants bilingues, nous devons quand même transmettre qu'une langue a des règles, que l'objectif c'est de s'exprimer, de désigner, d'être compris et de comprendre, et que nous devons quand même nous soumettre à des règles lexicales, des règles syntaxiques, des règles grammaticales, des règles prosodiques, hein, c'est-à-dire associées au langage non verbal, et que cet enthousiasme de la maman à mélanger les langues est quand même à nuancer, parce que même si l'autre jour nous avons ensemble dédramatisé les atypies qui existent dans le parler de l'enfant bilingue, encourageons-les quand même à respecter les règles linguistiques qu'il existe dans chacune des langues, une langue étant, même si ça n'est pas que ça, un code d'intercompréhension, mais c'est également, selon le degré de maîtrise que l'on a, un moyen d'être d'autant plus convaincant, d'être d'autant plus pris au sérieux, si je peux me permettre des considérations subjectives, d'être plus éloquent, d'être plus précis. Et en plus, les fonctions d'apprentissage, donc ça c'est démontré, dépendent de la qualité d'acquisition en termes de performance du langage oral puis écrit. Donc, le mélange des langues, oui, mais attention, parce qu'il existe des situations de non-acquisition. Il existe le bilinguisme soustractif, où finalement la personne bilingue a dans chacune des langues un niveau inférieur au monolingue pour chacune de ces langues. Il existe aussi, cas extrême, le semi-linguisme, où la personne, finalement, elle est bilingue, mais elle cause moins avec moins de lexique, moins de respect des règles lexicales et syntaxiques qu'un monolingue, parce qu'elle mélange toutes ces langues sans en être consciente. Toutes celles qui sont transitoires d'atypie, que ce soit le code switching, le code mixing, même celles qui sont volontaires, les emprunts, les phénomènes de créolisation, quand c'est à l'échelle collective d'une langue, doivent n'être que transitoires, même si ce ne sont pas des pathologies du langage, même si ce ne sont pas des incompétences linguistiques, elles doivent quand même n'être qu'occasionnelles, et on doit encourager au maximum l'enfant à cloisonner les langues et à bien les utiliser. Voilà. Donc, pour ce qui est de qualifier le bilinguisme de cette dame, on peut dire que c'est un bilinguisme de type simultané qui, au début, était passif, avec une dominance du français, puis un équilibre qui s'est fait avec l'espagnol. Au niveau de sa bilingualité, dominance du français, institutionnalisation en français, mais passage à l'écrit en espagnol qui a été différé à 8 ans par rapport au français. Et quant aux signes observés, je nuancerai son enthousiasme quant au caractère super sympa, sensationnel et de bons pronostics du fait de mélanger les langues. Donc effectivement, en tant qu'enseignante, donc moi j'enseigne dans une section bilingue franco-chinoise, et on a quand même tendance à conseiller aux parents de ce que leurs enfants aient une bonne maîtrise. Alors après, on qualifiera la bonne maîtrise en fonction de l'âge, hein. On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans d'avoir la même maîtrise qu'un enfant au collège, hein. Donc ça, c'est tout à fait relatif, mais d'avoir une bonne maîtrise du langage qui est dominant pour entrer au mieux dans les apprentissages et acquérir, s'il a avant 6 ans forcément, l'autre langue du foyer ou les autres langues de scolarisation. Parce que moi, j'ai le cas d'élèves qui viennent dans un environnement bilingue français-chinois, mais qui viennent dans un pays tiers. Les parents ne sont pas forcément français ou chinois, donc il y a quand même beaucoup de langues au sein du foyer. Donc il est très important de bien consolider une ou les deux langues qui sont dominantes.